L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Et nous sommes au Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne et nous avons avec nous, alors déjà je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Patrick Figeac de Radio Bastide et de Justine de Cristal FM et on a un invité avec nous, c'est le rédacteur en chef des Échos de Moscou, Alexei Venediktov, bonjour. Bonjour. Alors comment allez-vous ? Et cette venue ici au festival, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez du Lot-et-Garonne, de Couture-sur-Garonne ? C'est une question très simple. Il y a beaucoup de problèmes dans le journalisme aujourd'hui avec l'intellectuel artificiel, je ne sais pas comment se dire, avec les réseaux sociaux, avec les liaisons entre les journalistes et les politiques. Et pour moi, c'est une chance, c'est une plateforme qu'on m'a invité ici d'échanger avec les journalistes qui travaillent dans ces problèmes. Dans l'intérieur de ces problèmes et qu'ils ne savent pas les résoudre comme moi, par exemple. Il ne faut pas oublier que je suis venu de Moscou, quand mon radio était fermé les premières semaines de la guerre, tous mes journalistes étaient limogés et moi je suis proclamé l'agent étranger. Je ne sais pas de quel pays, peut-être de Lot-et-Garonne, peut-être ensemble, pas le pays, mais tout de même. Je suis prêt à être l'agent étranger de Lot-et-Garonne à Moscou. Présentez-nous l'Écho de Moscou. L'Écho de Moscou, c'était un radio privé. Il était le premier radio pendant sa fermeture, entre 54 radios de Moscou. Et c'était un radio politique ou plutôt, je ne sais pas comment dire, il était comme France Inter, par exemple, pour vous comprenez, ou France Info, entre France Inter et France Info. Ce sont les informations, les discussions, les interviews, c'est comme ça. Et j'ai fait l'interview autrefois de président Chirac, de M. de Villepin, de Marine Le Pen, de M. Sarkozy, etc., quand ils sont venus à Moscou, de M. Hollande. Oui, voilà, c'est radio comme ça, international, mais discussion, interview, information. Vous venez de dire, mais c'était pourquoi elle est fermée. Parce que les premières heures de l'invasion, je suis allé, bien sûr, sur mon radio comme rédacteur en chef, et j'ai dit que c'est une faute catastrophique de Poutine, que c'est une catastrophe pour la Russie, que nous avons perdu la guerre déjà, c'était le 24 février 22, et tout ce que j'ai dit là, on l'a entendu ça, le secrétaire de presse de Poutine, qui est mon ami vraiment, il m'a téléphoné et dit, il t'a attendu, tu es foutu. Et dans 3 jours... À ce point. Mais jusqu'ici, jusqu'à ce moment, avant, vous pouviez dire ce que vous aviez envie. Bien sûr, et j'ai dit... C'est à partir de ce moment-là où vous avez été... la radio était finie, alors nous avons fait une petite chaîne de YouTube. Les journalistes russes qui sont restés à Moscou ont fait une petite chaîne de YouTube qui s'appelle Le Clou Vivant. Vivant, c'est le mot-clé. Le clou, c'est comme ça. Voilà, et elle fonctionne comme ça. Nous avons 1 million d'abonnés en Russie. 1 million d'abonnés. Et vous continuez donc, en quelque sorte, presque clandestinement. Non, pas clandestinement, c'est très ouvert. On connaît mon adresse. Et il y a les gens qui étaient allés chez mon appartement, le met une étoile de David sur la porte, on met la tête de porc près de la porte, on met l'herbe de l'Ukraine, le flag d'Ukraine, le drapeau d'Ukraine sur la porte, la police ne l'a pas trouvé. Alors quelle clandestinité quand mon adresse est connue. Et alors justement, quels sont vos rapports avec les autorités russes ? Aujourd'hui ? Oui. Ils nous écoutent, mais ils ne n'aiment pas. Tant que c'est que ça. C'est qui vous ennuie pas. Non, il y a beaucoup de... Je suis l'agent étranger, c'est-à-dire je ne peux pas être rédacteur en chef, je ne peux pas être professeur, je ne peux gagner l'argent parce que mes comptes sont gelés à la Russie. Oui, c'est comme ça. Et voilà, mais je pense qu'ils veulent que je parte en France ou à une autre personne. Tout de même, je suis le membre de l'ordre de chevalier à la France. Voilà, Légion d'honneur. Vous êtes soumis à une grosse censure ? Non, nous ne savons pas faire la censure. Nous voulons faire de la censure, bien sûr. Comme chaque rédacteur en chef veut que les journalistes étaient censurés. Mais, oui, bien sûr. Mais nous ne savons pas faire la censure. Et j'ai dit les premières heures de la guerre, j'ai dit que c'était la guerre. On fait la guerre avec les fusées balistiques, qui est l'opération spéciale, avec les fusées balistiques. Alors justement, vous êtes à Moscou, parlez-nous un petit peu de la vie à Moscou pendant la guerre, cette guerre qui n'en finit pas. Ce n'est pas la guerre pour le moscovite. Je peux vous dire que maintenant, avec l'attaque des drones ukrainiens, il n'y a pas beaucoup d'essence. Mais quand on blague, chez nous, il n'y a pas d'essence, mais il y a des bouchons. Toujours. Comment ça ? Les soviétiques vivaient dans le sens de difficile.
avant. À l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est le déficit d'essence. Mais bon, d'accord, le déficit, nous achetons sur le marché noir. Il y a pourtant une réalité aussi, ce sont les prisons russes. On vous a entendu ce matin, vous êtes intervenu justement sur les conditions des prisonniers en Russie. Vous arrivez à en parler? Bien sûr. Oui. Chaque jour, je peux vous dire chaque jour, nous n'avons pas une émission, mais mes journalistes parlent de nouveaux prisonniers politiques où les procès étaient, comment faut-il dire, soutenus par les thèses politiques, pour les opinions. Je dirais toujours les procès d'opinion. Il y a en Russie, sur la liste de Mémorial, qui est interdit aussi. C'est une organisation qui compte, interdit en Russie 1700 prisonniers de l'opinion. Les prisonniers politiques. C'est-à-dire dire les prisonniers des axes ne sont pas les gens qui font l'attentat ou les séparatistes, c'est qu'ils parlaient à l'Internet ou ils sortaient dans la rue avec les pancartes. C'est ça. Ils sont emprisonnés et chaque jour, obligatoire, nous faisons une petite émission sur cette question-là parce que l'oubli, ce que veut l'État, l'oubli dans le cachot. Comme dans tous les pays. Oh, bien sûr, absolument, comme dans tous les pays, comme dans Venezuela, ou de l'Iran, ou de l'Ukraine, si vous voulez. Oui, et ils disent toujours, au Bélarussie, ils disent toujours, nous n'avons pas les prisonniers politiques. Ce sont les hooligans, ce sont les voleurs, ce sont les détracteurs. Bien sûr, il faut toujours trouver une raison. Toujours comme ça. Mais nous connaissons que sont les prisonniers d'opinion. Vous n'avez pas de politique, ce que je discute avec mes amis de Kremlin. Vous n'aimez pas ces paroles? Nous discutons autour de la table, pas autour de micro, ils ne vont pas chez nous. Je dis, d'accord, je parle votre langue, ce sont les prisonniers d'opinion. C'est bien? Non. Bon, d'accord, continuons. Vous pouvez nous parler justement d'Eugénia, c'est ça? Bien sûr, je l'ai connue bien. C'est une poétesse, c'est ça? C'est une poétesse, c'est une dramaturge, c'est une activiste. Oui, elle est emprisonnée pour sa poésie, si on peut le dire, et pour son spectacle. Et personne, même, je dis encore, mes amis de Kremlin, mes anciens amis de Kremlin, parce que bien sûr qu'il reste beaucoup des amis depuis 30 ans que je connais, ils comprennent. Mais c'est la décision politique, c'est la décision d'opinion. Il écrit les vers anti-guerre, il écrit les vers anti-Poutine, et on dit il écrit les vers anti-patrie. Alors bon, sa place dans la prison. Je dis, mais attendez, c'est un délit d'opinion. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les conditions de détention aujourd'hui en Russie pour un prisonnier politique? C'est toujours à partir de Goulag, Ça n'a pas changé, puis je ne crois pas. Mais il y a peu maintenant des prisonniers en somme, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui ont échangé leur peine de prison pour combattre à la front. C'est minus 180, 100 000. C'est 80, 100 000, oui. Minus, ils sont partis au front. Ils avaient l'opportunité, donc, soit la prison, soit d'aller combattre sur le front. Oui, ils avaient la possibilité. C'est-à-dire qu'on a diminué les places. Alors, maintenant, il y a, je pense, dans les prisons, il y a autour de 300 000 seulement des prisonniers en somme et quelques milliers de prisonniers politiques. Alors, je voudrais revenir, moi, sur l'opinion des moscovites et des Russes en général. Comment ils jugent cette situation ? Est-ce qu'ils sont fatalistes? Est-ce qu'ils sont résignés? Il faut parler, si vous parlez de Moscou, de la capitale, il faut comprendre qu'en capitale, il y a beaucoup de bureaucrates, des retraités militaires. C'est la vision sociologique. Ils s'en foutent de cette guerre. Il s'en fout, c'est pas notre guerre. C'est pas notre guerre. Il faut finir, bien sûr. Il faut finir avec la guerre parce que la guerre, c'est l'inflation, il y a les pertes humaines, mon voisin est parti, il est revenu sans jambes, etc., etc. Il faut finir cette guerre, mais même Poutine, il vote pour Poutine. Moscou vote pour Poutine. Il votera pour Poutine aussi, parce que Moscou, c'est une ville très aisée. Oui. Et ailleurs? Est-ce que Poutine a la même aura? Regardez, dans les provinces, il n'y a pas beaucoup d'informations, ce qui se passe vraiment. Parce que nous regardons, par exemple, notre auditeur de 7 millions d'abonnés, c'est 75% ce sont les Russes et 40% de c'est moscovites et les autres c'est la province. C'est-à-dire dans toute la province, vous avez un peu de gens qui écoutent, je ne sais pas, qui lisent la presse française par exemple, qui regardent aussi, je ne sais pas quoi, encore qui peuvent regarder par YouTube ou par Internet. Ils ne savent pas l'information, ils ne cherchent pas. C'est un grand problème de désinformation. Alors ça
tient à quoi? À l'éducation? L'histoire de la Russie, n'oubliez pas que la Russie était fermée, comme l'Union soviétique, elle est fermée seulement, elle a fini sa fermeture, elle a seulement 30 ans, 40 ans. C'est une génération, mon fils qui a 25 ans, il regarde tout, mais il n'est pas politisé, il ne s'intéresse pas. C'est une génération qui dit, alors bon, si on nous mobilise, ça ne nous intéresse pas. Mais s'ils nous coupent Internet, ils sont foutus. Voilà, c'est sa nouvelle génération de Russes, de moscovites. De moscovites, je dirais. Vous faites là vraiment le distinguo entre le moscovite et puis le russe en général. Il y a les grandes villes comme Moscou, il y a Saint-Pétersbourg, ancien Leningrad, il y a Yekaterinbourg, ancien Sverdlovsk, et si je ne me trompe pas, 63% des Russes vivent dans les grandes villes, 500, 1000 et en plus. C'est-à-dire, ils peuvent recevoir l'Internet, très bon, organisé, ils peuvent recevoir YouTube, ils peuvent regarder les médias français ou anglais ou n'importe lesquels. La question qu'ils ne cherchent pas, ils ne s'intéressent pas. Parce que c'est la guerre, ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre, c'est l'opération spéciale. Il n'y a pas de mobilisation aujourd'hui. Ce sont les, comme on dit à russe, contractniki, les gens qui signent le contrat avec un grand argent. Avec un grand argent, beaucoup d'argent ils reçoivent pour le contrat. Ils vont à la guerre. Les mobilisés ne vont pas à la guerre, ils sont restés à l'intérieur de la Russie. Du coup, ça arrange le pouvoir, puisqu'il n'y a pas d'opposition par rapport à ce qui se passe. Alors regardez, l'opposition, quelle opposition? Il y a l'opposition à la politique économique. Par exemple, le Parti communiste crée que Poutine est un capitaliste, que c'est le capitalisme d'État, c'est l'opposition. Sur les taxes, par exemple. Mais sur anti-guerre, il n'y a pas l'opposition. Il y a un tout petit parti Yabloko, il y a la pomme, Yabloko, qui maintenant, il y aura en septembre les élections à notre Parlement. Elle se présente, mais il ne peut pas passer parce qu'elle n'apprend pas 5%. Oui, il est en moins de 5%. C'est-à-dire, la position anti-guerre, disons ça, la position anti-Poutine existe, politique. La position anti-guerre est humiliée et rejetée, ou ici, les leaders politiques de l'opposition, ou en prison, et où les gens étrangers ils ne peuvent pas dire quelque chose. C'est quand même extraordinaire de voir l'importance de l'argent dans un régime que l'on imaginait qui n'était pas à ce point corrompu. Je ne sais pas, vu de l'extérieur. Mais je peux vous dire, moi, je suis l'historien. Je suis l'historien. Par l'étude, je pense que cette guerre avec l'Ukraine, c'est notre guerre d'Algérie. Comme votre guerre d'Algérie. Ça ressemble très bien pour moi. Il y a les harkis, il y a les pieds noirs, c'est-à-dire il y a les Ukrainiens qui font leur service, c'est-à-dire c'est la guerre civile dans le sens de l'ancien empire. On peut dire que la guerre d'Algérie est aussi la guerre civile parce que ce sont les citoyens français de deux côtés. Et voilà, c'est le clé pour comprendre. Et si, bien sûr, que nous sommes jeunes, nous ne souvenons pas. Et Patrick, nous sommes très jeunes avec vous. Peut-être ces jeunes filles aussi. Oui, c'est des gamines. Mais je ne me souviens pas. Mais il faut comprendre que pour beaucoup de Russes, des citoyens russes, ils voient ça comme une partie de l'Empire, si vous voulez. Ils ne pensent pas à l'Empire de l'Union soviétique. La partie de notre État et de notre culture veut trahir notre patrie et aller à l'Occident. Ce sont nos frères, ce sont nos parents, oui, ils veulent trahir et fuir. Comment faut-il? Il faut le faire revenir enfin. Voilà le sang de ce régime. Avec une guerre des médias, une guerre de l'image aussi, hein, en plus, entre l'Ukraine et la Russie. Nous, Européens, c'est pas forcément évident aussi toujours de voir la réalité des choses. Attendez, l'image. Pour le radio, le mot image, c'est une blasphème. Ah mais oui, voilà, en tant que spectateur. Mais bon, c'est la guerre d'image, c'est la guerre d'information. Ouais. Il faut comprendre que moi, je pense que cette guerre, c'est l'information, maintenant, ou désinformation, comme vous voulez, c'est une partie intégrante de la guerre. Ce n'est pas un sauce ou un garnir, c'est même le sens. Et voilà pourquoi je peux vous montrer les images de Moscou qui brûle ou de Kiev qui brûle. Et vous pouvez choisir. Tout est brûlé. Où elle est vraie, on ne sait pas. Alors, vous l'avez dit, il va y avoir prochainement des élections en Russie. Oui. Comment voyez-vous la suite de l'histoire? Chez nous, le Parlement ne joue pas un grand rôle parce que le parti du président gagne toujours la majorité constitutionnelle. Et c'est-à-dire, on dit que c'est une printer qui print les oukases et les décrets de ça, malheureusement. Mais il y a quelques partis qui déclarent qu'il faut stopper la guerre.
Et on peut compter les voix, des millions peut-être, qui sont contre la continuité d'opérations spéciales, c'est-à-dire de la guerre militaire, de la partie de guerre militaire, parce que la guerre, ce n'est pas seulement militaire, c'est la guerre économique, c'est la guerre mondiale, notre ami M. Trump, notre ami M. Macron, etc., etc. Oui, mais on peut compter les voix qui sont contre. Comment va finir cette guerre, à votre avis? Elle ne finira pas. Personne n'a intérêt. Mais nous ne voyons pas la fin. Parce que si on parle de la guerre comme de l'opération militaire, je donne beaucoup de chances que cette année, l'armistice, beaucoup de chances. Mais elle continuera dans les têtes. Parce que les parents sont querellés de deux côtés des frontières, les familles sont divisées, oui, l'économie sont ruinées, il y a beaucoup de blessés, et c'est la continuation de la guerre, vraiment. Il y a beaucoup de revanchards, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, vous connaissez, le compromis, c'est la traîtrise dans leur tête. Si vous faites le compromis, vous êtes les traîtres. » Alors, il y aura beaucoup de gens qui veulent prendre au-dessus, après, en Ukraine aussi, mais en Russie aussi et en Occident aussi. Voilà pourquoi je dis que la guerre ne continue pas. Nous ne verrons pas la fin de cette guerre. Alexei Venediktov, il y a aussi un appel que l'on peut faire aux auditeurs. C'est pour soutenir ces prisonniers politiques. On peut aussi leur écrire. C'est important. Expliquez-nous pourquoi c'est très important de le faire. Quand vous êtes les prisonniers politiques d'opinion, vous êtes seuls dans votre cachot. Et voilà pourquoi il faut l'écrire, les cartes postales. Par exemple, un de mes amis qui était emprisonné et maintenant libéré, il est à l'Occident, en échange des autres, vous connaissez. Il m'a dit, tu sais, quand j'ai reçu une postcard de Nouvelle-Zélandie, je dis, c'est quoi ça? Une personnalité, il n'a pas connu, oui. Et elle écrit, je lis dans la presse que vous êtes dans la prison, mon soutien, Gérald d'Okrent, c'est quoi ça? Je dis, ouais, c'est Okrent, c'est pas, mais c'est comme la lumière. Le monde se souvient de vous parce que le gouvernement veut que les prisonniers d'opinion seront dans l'oubli, que leurs opinions seront dans l'oubli. Ici, il reçoit quelques cartes, je n'ai pas dit les lettres, les cartes postales, on peut trouver sur le site de Mémorial leur adresse dans les colonies, et aujourd'hui, les lettres passent. Encore ils passent, ils reçoivent dans leur caméra, prisonniers dans le carcéral, ils reçoivent de tout le monde, et si vous voulez aider, alors vous pouvez écrire n'importe lequel à l'inconnu. Et si je peux me permettre, ça permet aussi de donner de l'importance à leur vie, de leur donner un peu plus de sécurité bien aussi. sûr, parce que les colonies sont dans la province, le chef de colonie, le colonalité voit que l'écrit de Nouvelle-Zélandie, peut-être il est important. Peut-être il faut penser à ça. Peut-être il faut alléger quelque chose. Hein? Bien sûr, c'est l'aide, vraiment, c'est l'aide. Et ce moyen doit être reconnu aussi, c'est important. Moi? Je ne suis pas, comme vous le disiez, isolé. Oui, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alexei Venediktov, en tout cas, merci d'avoir pris ce moment avec nous. Et bien, très bon festival à vous. Merci. Merci. C'était l'invité du jour sur S.FM.